Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Francesca Dalcel, qui va discuter avec Ségolène Desbarres. Francesca Dalcel est née aux États-Unis et s'est installée en France après des études de littérature française. Essentiellement autodidacte, elle est depuis 1986 photographe, auteure indépendante. Dans les premiers temps, l'idée qu'elle se fait de la photographie est celle d'une photographie de reportage qui témoigne, voire dénonce. En 1995, elle commence à explorer une photographie plus intime, intuitive, plus distanciée du réel, en utilisant la richesse des flous. Ce qui n'empêche pas de préparer ses travaux très en profondeur. Son premier sujet au long cours, Vie silencieuse au pluriel, réalisé sur plusieurs voyages durant les années 1990, donne à voir en noir et blanc la vie des Touaregs du Sahara algérien et parle d'une culture qui disparaît. Un fil conducteur semble tenir ces différents travaux. C'est un questionnement sur l'identité à travers les gens et les lieux chargés de vie. Que signifie l'appartenance à un lieu? Est-ce l'habiter ou est-ce être habité par lui? Depuis 2007, elle s'intéresse à la globalisation et à ses effets dévastateurs sur le tissu urbain et le tissu social, avec la Turquie comme terrain. Elle a parcouru l'Anatolie et Istanbul en optant pour la couleur et une démarche documentaire critique dont on parlera plus précisément bien sûr tout à l'heure. On découvrira donc ce soir sa trilogie du Loukoum au béton qui a fait l'objet d'un ouvrage au Transphotographic Press en 2012. Je vous le présente et vous pourrez le consulter tout à l'heure. Donc je parlais de cette trilogie. La deuxième partie de la trilogie s'intitule Le passé de l'avenir et la troisième partie D'où vient ce bruit à l'horizon, qui sera publiée sous la forme d'un livre-objet en préparation. Francesca Dalcel a reçu le prix Fujifilm Union des photographes créateurs, l'UPC devenu l'Union des photographes professionnels en 2001. Et je vous invite bien sûr à visiter son site internet pour plus d'informations sur tous ces travaux. Ségolène Desbarres est géographe et maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a enseigné pendant plusieurs années la géographie de la Turquie à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. Elle s'est spécialisée sur la Turquie durant ses études à l'École normale supérieure de Lyon. Sous la direction de Jean-François Pérouse, elle s'est formée à la géographie urbaine et a travaillé sur la question des gated communities à Istanbul, ces espaces résidentiels fermés qui contribuent à la fragmentation de l'espace urbain et à la transformation des rapports sociaux. Par la suite, Ségolène Desbarres a orienté ses recherches sur la représentation cartographique de la Turquie, à la fois sous l'Empire ottoman et après sa disparition, dans une perspective d'histoire de la géographie. Ces dernières années, les thématiques des mobilités et migrations entre la Turquie et la France sont au cœur des recherches de Ségolène Desbarres. Elle est chercheure au laboratoire Géographie Cité, chercheure associée au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques et à l'Institut français d'études anatoliennes. Elle est fellow de l'Institut Convergence Migration et je vous invite bien sûr à voir le détail de ses travaux et la liste de ses publications sur Internet. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup à toutes les deux et merci beaucoup Ségolène d'être venue ce soir dans des circonstances personnelles un peu particulières. Merci beaucoup. Merci Aude. Bonsoir Francesca. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là, à plein de titres. Alors, comme l'a bien dit Aude, je ne suis pas photographe. Je n'ai malheureusement ni le talent, ni les compétences. Mais j'ai beaucoup de points communs avec Francesca, à commencer donc par notre lien avec la Turquie, que j'ai aussi sillonné ces dernières décennies comme Francesca, et ce regard aussi géographique que nous partageons, puisque Francesca est peut-être plus géographe qu'elle ne le pense. On verra ça au cours de cette soirée.
Donc Francesca, tu n'as pas étudié la photographie, comme l'a bien rappelé Aude. On peut dire que tu es autodidacte, que tu t'es formée à la photographie. Est-ce que, en guise d'introduction, tu pourrais un petit peu nous dire comment tu te définis en tant que photographe ? Oui, alors moi je me considère majoritairement photographe documentaire et dans le sens de documentaire critique. C'est-à-dire que je ne suis pas neutre, je pense que la photographie n'est pas neutre. Donc je m'implique beaucoup dans mes images, dans mes sujets. Il y a aussi quand je dis photographie critique, enfin documentaire critique, ça veut dire qu'il y a de la politique et de l'idéologie là-dedans. Non pas que je veux transmettre une idéologie, mais que, en l'occurrence pour cette trilogie, c'est l'idéologie néolibérale que je scrute avec un regard critique. Voilà. Et on peut dire aussi que tu as une sensibilité, disons que tu essaies de partager reportage et émotion, art. Tu as la croisée un peu de ces trois pôles. On y reviendra peut-être plus tard. Peut-être sur la trilogie turque que tu vas nous présenter ce soir. Donc, elle est constituée de 3 volets sur lesquels on va revenir, qui couvrent une période allant de 2007 à presque aujourd'hui. Tu nous diras un petit peu la clôture. Auparavant, tu avais déjà mené plusieurs projets photographiques. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle mesure est-ce que cette trilogie turque s'inscrit dans une continuité de tes travaux antérieurs, ou bien dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment une œuvre en rupture avec ce que tu avais fait jusqu'à présent ? Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est une rupture dans le sens où, avant la trilogie turque, je ne m'étais pas du tout intéressée au phénomène de la globalisation. Je ne m'étais pas du tout intéressée au paysage urbain. C'est un travail que j'ai fait totalement en couleur, alors qu'avant, dans mes autres séries, il y avait une série où j'avais utilisé la couleur, mais sinon, c'était du noir et blanc. J'utilisais beaucoup le flou. Pour la trilogie turque, très très peu, surtout dans du Lukumo béton, pratiquement pas du tout, parce que mon idée, c'était de donner à voir la Turquie actuelle, donc rester assez près du réel. C'est une continuité, par contre, parce que je crois que en tant que photographe documentaire, moi, et même dans les autres travaux peut-être un peu moins documentaires que j'avais fait auparavant, quand même, mon intention, c'est de produire des images qui font appel à la capacité de réflexion des gens, qui stimulent l'acte de pensée. Donc ça c'est une continuité. Au niveau thématique aussi, on retrouve des continuités, peut-être sur les questions, on y reviendra évidemment en faisant défiler les différents projets photographiques, mais les questions d'identité, d'altérité qui ont traversé déjà tes projets antérieurs. Oui, c'est vrai que, on a mentionné Vie silencieuse. Je ne me rendais pas compte à l'époque. Ça va être un peu en contradiction avec ce que je viens de dire. Je ne me rendais pas compte à l'époque que je travaillais déjà sur les effets d'une globalisation. Mais parce que j'avais pris les Touaregs, puisque c'était une culture en voie de disparition. Enfin, une culture et surtout une mode de vie traditionnelle
en voie de disparition, mais en voie de disparition puisqu'effectivement la société moderne ne laissait pas de place à une société basée sur le nomadisme. Donc, et puis, identité, oui, certes, puisque dans la série qui s'appelle Surface sensible que j'ai fait en Corse et sur l'île de Levant, avec chaque fois une personne qui était très, très liée à leur île, où j'ai travaillé sur des lieux qu'ils avaient choisis et ils avaient choisi ces lieux parce qu'ils se sentaient constitués par ces lieux. Donc leur identité était intimement liée à leur île. C'était un travail que j'appelais, quand c'était un work in progress, racine, parce que moi, je n'en ai pas vraiment. Et du coup, ça m'intéressait vraiment de voir comment une personne pouvait se sentir à ce point informée par là où elle vivait. Ce qui était intéressant, c'était que la femme corse, elle était effectivement corse depuis des générations, mais l'homme sur l'île de Levant, Fretz, lui était un immigré hollandais. Il était arrivé avec ses parents. Et n'empêche, il avait ce même attachement. Donc oui, l'identité. L'identité, et on verra au fil du projet peut-être tout cet engagement que tu mets dans ton travail, puisque en effet, on va le voir pour cette trilogie turque, tu t'es mise au turc, tu as appris le turc, tu as appris la langue, donc tu as énormément lu, tu t'es énormément documenté, tu as rencontré plein de collègues universitaires, d'écrivains, enfin c'est très impressionnant. Et puis une implication aussi physique. Tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup marché, on va y revenir au cours de la présentation. Donc c'est vrai que tu fais pas les choses à moitié. Voilà. Et donc pour introduire cette œuvre, je voudrais peut-être reprendre les mots que je trouve très bien, très à propos de Ahmet Altan, qui a préfacé l'ouvrage que Aude a introduit, qui dit que ton œuvre est caractérisée par l'audace et la finesse. Et en effet, je trouve que ces deux pôles, l'audace, on va le voir, il y a une grande partie de cette œuvre photographique dans cette trilogie qui est quand même pleine d'audace. Il fallait quand même oser faire ce travail en tant qu'étrangère, en tant que femme. Voilà, il y avait toute une audace dans la démarche, dans ce que tu as initié, et puis une finesse, on pourrait dire une sensibilité qui est très, très forte, très touchante aussi dans les rencontres que tu as su susciter, dans les moments que tu as su capter, dans les instants et dans la complexité que tu arrives à nous restituer d'un pays qui est quand même extrêmement clivé, complexe, en changement, en mouvement permanent, et tu arrives à, comme ça, saisir des instants et à nous les proposer à la réflexion. Alors, du coup, je te propose de commencer avec donc le premier volet de cette trilogie, donc du loukoum au béton, qui est le travail que tu as mené entre 2007 et 2010 en Anatolie. Donc, on va y revenir, hein, c'est un grand parcours géographique, cette trilogie, et une grande entreprise de décentrement à différentes échelles. Là, à l'échelle du pays, tu vas nous expliquer cette démarche, mais donc tu as voulu intentionnellement éviter Istanbul, ne pas commencer par Istanbul, trop séduisante, trop photogénique, trop photographiée. Et donc tu as voulu aller vers ce que tu appelles le corps de ce pays, vers ce corps anatolien, ce plateau plus ingrat parfois, plus aride souvent, et que tu as voulu questionner, interroger au cours de ces années. Alors peut-être en se replaçant en arrière dans un contexte qui était celui donc des négociations d'adhésion de la Turquie
vis-à-vis donc de son entrée dans l'Union européenne. Peut-être que tu pourrais nous resituer cette démarche, ce projet qui a motivé ce premier volet donc de ta trilogie du Loukoum au béton. Ce qui a motivé, c'était effectivement une question de xénophobie. Pas la mienne, mais quand les négociations avaient officiellement commencé, il a commencé à circuler aussi beaucoup de propos très négatifs, très désobligeants sur la Turquie, que je ne connaissais pas. J'avais passé 4 jours à Istanbul et ces histoires de préjugés, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours réagir. Alors j'ai voulu aller voir si la Turquie était vraiment ce pays aussi arriéré, aussi en proie à l'islamisme rampant qu'on disait, enfin que certains médias disaient, enfin des propos, mais Puis il y avait la peur. Il y avait la peur de ce pays assez méconnu et l'ignorance, à vrai dire, de ce pays. Et comme on sait, c'est l'ignorance qui donne naissance à nos préjugés et à nos peurs. Donc, j'ai voulu éviter Istanbul parce que, effectivement, si on connaît quelque chose de la Turquie, si on est allé à la Turquie, normalement, la plupart du temps, on s'arrête à Istanbul. Et Istanbul est, depuis les années 80, et la volonté de transformer Istanbul en ville-monde, qui a commencé donc à ce moment-là, c'est devenu effectivement très modernisé, très occidentalisé, entre guillemets. Donc, moi, je suis allée à Kayseri, j'ai commencé à Kayseri, je suis allée à Konya. Ces deux-là, en 2007, on les appelait les tigres anatoliens, parce que c'était des villes, elles étaient donc des moteurs économiques, des centres de l'islamo-capitalisme. Je me disais que probablement là, j'allais trouver une certaine modernisation. En même temps, c'était l'Anatolie. Après avoir travaillé en 2007 sur ces deux villes, je me suis dit, OK, tigres anatoliens, mais des villes qui sont sinistrées. Est-ce que je vais trouver les mêmes choses? Qu'est-ce que je vais trouver? Alors du coup, fin 2007, je suis allée à Trabzon en hiver. Et en 2010, je suis allée à Diyarbakır. Et puis en 2008 et 2009, j'étais retournée à Kayseri pour d'autres. Et j'avais décidé... vu ce que j'avais découvert dans les deux premières villes, j'avais décidé que j'allais travailler sur ce que j'appelle les stigmates de la modernité, parce que c'est ce que je voyais, c'est-à-dire voilà, ce genre de choses, c'est-à-dire l'urbanisme de la photocopieuse, où on a les mêmes immeubles, les mêmes modèles qui champignonnent partout. Voilà, là on en voit en préparation. Et donc le béton. Qui était le béton, voilà. Qui a une petite forme de loukoum, mais c'est du béton, là. Et voilà. Là, on est à Kayseri, en 2009. L'immeuble... Si vous regardez en haut, il s'appelle Prestige. Et ça résume parfaitement. Ça, c'était un nouveau quartier, classe moyenne supérieure, qui était construit juste en face de leur nouveau centre commercial à l'américaine, les malls, qui est une autre stigmate de la modernité. Et alors, moi, j'étais... parce que là, je vous dis, c'est classe moyenne supérieure.
Et c'est moche, je crois, que c'est moche. Et donc, par rapport à nos standards, les gens qui ont de l'argent ne voudraient pas habiter ce genre d'immeuble. Il faut quelque chose quand même de plus de standing. Mais c'est encore cette image était prégnante. Et pour eux, ça, c'était un immeuble de standing. Et les immeubles qui sont derrière aussi. C'est sûr que dans le cas de ces villes qui étaient effectivement en plein boom économique au cours de cette décennie des années 2000, qui ont énormément bénéficié aussi de l'arrivée au pouvoir du parti de l'AKP, qui est toujours au pouvoir, puisque c'est un parti qui était très bien implanté dans ces régions et dans ces municipalités en particulier. Il faut dire que ces projets urbanistiques, ça représentait enfin le fait que les regards étaient qu'ils avaient un peu accès à cette modernité dont ils avaient été longtemps exclus, parce que la modernité, traditionnellement, elle est concentrée à l'ouest du pays ou dans les grandes villes. C'est là que sont les zones d'investissement, les capitaux étrangers, etc. Et là, au cours de cette décennie, il y a eu cet engouement pour l'accès à des services, des pratiques, des modes de consommation, comme les shopping malls dont tu nous parleras, qui n'étaient pas répandus et qui représentaient quelque chose qui était quand même fantasmé et donc voilà, je veux dire, on peut trouver que c'est beau ou pas beau, mais c'est vrai que c'est prestigieux et ça représentait pour des personnes qui se sont longtemps senties exclues ou en marge des modernités précédentes, enfin des vagues précédentes de modernité, ça représentait quand même une vraie nouveauté dans ces ils étaient très fiers de leur mall, qui était devenu un centre de loisirs aussi, où on se retrouvait pour manger quelque chose, pour acheter des choses. Les jeunes aussi, on peut peut-être passer à... Oui, peut-être juste, on va arriver aux jeunes avec Hilal dans un instant, peut-être juste du coup cette verticalisation du bâti qu'on voit dans cette photo et qui va se dupliquer, puisque plusieurs de tes photographies vont montrer effectivement des immeubles assez similaires. À Kayseri, la limite maximale de construction, c'est 14 étages. Et en fait, cette limite maximale est plutôt devenue une norme dans les constructions périphériques. Donc il y a vraiment une verticalisation du bâti, une élévation à tel point que la mosquée, pourtant, elle n'est pas toute petite, paraît écrasée, aussi évidemment par ton choix de cadrage et ce ciel menaçant. Mais voilà, il y a cette verticalisation du bâti qui est quand même cette grande transformation de cette décennie. Voilà. Alors, donc, là, après 2007, mon premier voyage à Kayseri et à Konya, j'ai regardé mes images et j'ai dit, OK, les paysages urbains, mais les gens. J'ai rencontré des paysages urbains, mais je n'ai pas encore rencontré vraiment des Turcs. Dans mes images, les gens étaient plutôt juste des corps qui remplissaient, occupaient l'espace. On va voir un peu plus loin. Et donc, fin 2007 à Trabzon, j'ai commencé à vouloir rencontrer des jeunes. Pourquoi des jeunes ? Parce que cette Turquie qui était en transition à ce moment-là entre une société conservatrice, traditionnelle, et puis une société qui voulait se moderniser dans la perspective de remplir les chapitres d'adhésion à l'Union européenne, eh bien,
avec l'idée, parce qu'ils y croyaient vraiment que la Turquie allait faire partie de l'Union européenne. Et même ceux qui étaient dubitatifs, ils mettaient beaucoup d'espoir, ne serait-ce que dans le processus. J'ai aussi découvert en même temps les vidéoclips de chansons. Et j'étais très étonnée par le décalage de ces images qui les entouraient, parce que les vidéoclips passaient partout, les restaurants, les petits restaurants, les salons de thé, les boutiques, les hôtels, on les voyait partout. Et des images très érotisées, des images d'une manière d'être entre hommes et femmes à laquelle eux, ils n'avaient pas accès. Et donc, vous les voyez là, comme je les montre dans l'exposition, c'est-à-dire réunis en diptyque, avec un portrait contextuel, une capture de clip, et puis quelques paroles tirées de nos échanges. Et on voit bien, d'après les paroles, leur désir de pouvoir ressembler au modèle qui venait d'Europe et des États-Unis. Surtout la liberté personnelle. Là, on est à Diyarbakır, vous voyez. Donc une ville satellite. L'urbanisme, voilà, très pauvre. Très pauvre, mais l'urbanisme de la photocopieuse. Et là, on voit à Kayseri une de mes miniatures, parce qu'il y a deux choses que j'essaye de suivre pendant que je faisais ce travail, qui informaient mon parti pris esthétique, c'était de décaler légèrement les couleurs, pour suggérer justement ce moment de transition où la Turquie n'était pas encore bien installée dans l'identité qu'elle voulait se donner, tout en s'éloignant de la société traditionnelle. Donc il y avait le décalage de couleurs léger, hein, mais juste assez pour introduire une sorte de grincement, pour qu'on se dise tiens, c'est bizarre. Et puis l'autre, comme j'aime les miniatures ottomanes, les miniatures perses, enfin toutes les miniatures, j'ai, pour certaines de mes images, quand je pouvais, j'essayais d'adopter un point de vue un peu surélevé et produire des miniatures, parce que j'adore la manière dont les miniatures ont le talent de réduire toute une vie sur une petite surface. Voilà. Donc, la photocopieuse à nouveau. Et aussi, dans ces quartiers périphériques qu'on installe de plus en plus, que ce soit résidentiel, comme on vient de voir, ou comme on verra plus tard, des zones semi-industrielles qui regroupent des entreprises et des petites industries, c'est toujours à la périphérie. Donc, on a de plus en plus besoin de sa voiture. Et l'autre stigmate de la modernité, c'est le réseau routier qui est toujours plus densifié. Là, on est dans le même, à Trabzon, dans le même quartier qu'on vient de voir, voilà, vieux quartier, qui faisait partie d'un projet de rénovation urbaine, qui avait commencé, donc toute une partie avait déjà été détruite, pour installer une voie express dont on voit les pylônes, et qui coupe vraiment dans le cœur de Trabzon. On verra tout à l'heure une autre photo de cette voie express, mais prise d'en haut.
Ça, c'est Sana. C'est limitrophe, un peu comme on dirait Paris et Montrouge. Mais on voit qu'un vieux quartier a été détruit pour construire des townhouses, c'est-à-dire des petites maisons accolées. Et on sait qu'on est à Trabzon avec ce bois au premier plan qu'on ne retrouverait pas dans les villes de la steppe. Donc là, on revient sur la jeunesse, les entretiens avec les jeunes Turcs que tu traduis en turc par Turkieli, qui est une petite subtilité qu'on n'a pas en français, c'est-à-dire de Turquie, ce qui est plus inclusif en incluant aussi des jeunes qui peuvent se sentir plus kurdes que turcs, donc qu'on n'a pas. Oui. Alors, on voit là les préoccupations. Bon, ce que je disais là, ça c'est Kayseri, donc le tram. Et du coup, on a aussi besoin d'agrandir les rues pour soit accommoder le passage d'un tram, soit simplement pour qu'il y ait moins d'embouteillages. Dans le cas de Kayseri, il y a eu un certain nombre d'aménagements urbains qui ont aussi été faits de manière emblématique. C'est devenu une ville vitrine, puisque notamment c'était la ville d'origine du président turc de l'époque, Abdullah Gül, qui était originaire de cette ville. Donc il y avait aussi une volonté de représentation, de mise en scène qui transparaissent dans certaines des photos que tu as prises. Voilà, ça c'est donc la stigmate de la modernité qui parle de ces réseaux routiers toujours plus étoffés. Là, on est dans une gare routière à Trabzon. Trabzon est une ville portuaire, mais sur la mer Noire, mais qui tourne le dos à la mer Noire. Il y a l'autoroute. Il y a une route nationale. Et pour arriver à la mer, vous devez traverser tout ça. Et il n'y a pas de passage piéton. Il y a de temps à autre une passerelle, mais tellement loin que les gens ne vont pas la chercher. Et ils traversent cette flot de voitures. Moi aussi, je l'ai fait, donc c'est possible, mais c'est assez dangereux. Et donc, il y a l'hégémonie de la voiture aussi. Là, à Trabzon, Meydan Parkı, vous voyez, c'est un flot constant de voitures. Les piétons, ils font un peu comme ils peuvent pour essayer de traverser. Ils sont pas très... Il y a quand même des passages piétons là, mais... Comme nous, on ne les prend pas toujours non plus. Et je trouve que le seul moment où le piéton il est plus fort que les voitures, c'est quand ils sont en train de prier, quand le piéton devient orant. Et on retrouve ici ton parti pris de la miniature, du surplomb, ce choix que tu as fait encore ici avec ces aires de jeu. Oui. Aussi l'hégémonie de la voiture. Et donc, Beto... Beto qui était kurde et qui venait ça faisait 2 ans qu'il était installé à Kayseri, si je ne me trompe pas. C'était en fait ces jeunes arrivés avec ce boom économique avec leurs parents. Il y avait dans mes jeunes turcs, c'est vrai. Alors ça, il faut rester 2 secondes sur Emine parce que le foulard ici était en tout cas une très grande discussion. Et moi, en Turquie, j'ai trouvé, c'était une chose qui m'avait surprise, c'est que c'était pas du tout une grande discussion du tout. Et là, nous avons Emine qui porte le foulard noué. C'est les musulmans conservateurs traditionnels, musulmanes plutôt, conservatrices traditionnelles, qui nouent le foulard comme ça. Mais Emine travaillait comme serveuse, comme garçonne, dans un pub, un café, musique, où on servait de la bière. Et où venaient des jeunes qui n'avaient pas de foulard. Et ça ne posait aucun problème, ni à elle, ni aux propriétaires qu'elle soit voilée. Voilà.
tout bas. Alors, ce sont des... Et là, on voit un peu la... Oui, tout bas. Tu vois, I'm lost, je suis perdue. Et là, on est dans la zone semi-industrielle de Kayseri, le Birinci organisé. J'appelais ça donc, comme je disais, centre de l'islam au capitalisme. Et j'appelais ça les nouveaux minarets. Totem de la modernité. Et ici, on a des grandes marques qui sont de l'ameublement, donc d'un holding qui est originaire de Kayseri, Istiqbal et Bellona, qui sont les grandes marques donc typiques de cet essor économique. Et c'est vrai que cette photographie, elle fait très américaine. Enfin, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, mais c'est vrai qu'à part le nom qui ancre localement, on a ces référentiels américains, ces totems de la modernité qu'on pourrait trouver effectivement partout ailleurs, quoi. Et puis, bon, voilà, on part. Après, donc, du Loukoum au béton, tu as décidé de te confronter quand même à Istanbul, que tu ne pouvais pas l'éviter, en quelque sorte. Et donc, tu as eu un second projet qui s'appelle Le passé de l'avenir, que tu as réalisé donc, entre 2011 et 2014, mais par les périphéries. Alors, sont-elles des périphéries ou des nouveaux centres d'Istanbul? En tout cas, par des lieux qui n'étaient pas les plus connus et surtout pas les plus photographiés de la ville, et avec une approche originale, donc différente de ton premier volet, avec notamment cette question du palimpseste. On va y revenir dans un instant. Je me suis dit, à la fin du Loukoum au béton, que travailler sur les méfaits de la globalisation, je ne pouvais pas continuer à ignorer Istanbul. Parce que s'il y a une ville en Turquie où ces méfaits sont les plus criants, c'est bien la ville-monde d'Istanbul. Mais quand même, toujours assez méfiante de la séduction du centre, j'ai décidé d'aller plutôt à la périphérie. Enfin, oui, maintenant, tout ça c'est Istanbul, hein. Et encore, c'est juste une partie d'Istanbul, c'est pas tout Istanbul. Istanbul est très étendu. Je crois qu'il y a quelque chose comme 100 km entre un bout et l'autre. Donc, je suis allée à Maslak, je suis allée à Ataşehir et je suis allée à Kartal pour ce travail-là. Et là, en rouge, c'est là où est situé Tarlabaşı, qui est donc l'objet de mon dernier volet. Alors, pourquoi ces trois endroits? Parce que les trois villes assemblaient énormément de méga-projets immobiliers, avec l'idée, justement, de les transformer eux aussi en centres financiers et d'affaires, avec l'idée d'attirer la finance globale, les financeurs institutionnels et les investisseurs étrangers, notamment du Golfe. Peut-être juste pour situer, donc, je pense qu'ici tout le monde connaît la péninsule historique, avec donc la Corne d'Or qui sépare le vieux quartier Levantin. Et en fait, juste parce qu'on en reparlera pour le troisième volet autour de Tarlabaşı. En fait, ici, vers le nord, vers Maslak, donc où a été Francesca, c'est l'axe d'extension de la ville tout au long, on peut dire dès le 19e siècle, et après la Seconde Guerre mondiale, les années 50, 70, progressivement, le centre de gravité économique et le quartier d'affaires de la ville et des classes bourgeoises de la ville s'est déplacé vers le nord, au fil aussi de la création des périphériques, donc le premier en 1973 et le deuxième en 1989, et puis le troisième en 2016. Donc cet axe nord, donc tu as été
pas dire au bout parce qu'il n'y a plus de bout, mais disons sur cet axe nord. Et puis un deuxième axe que tu as interrogé avec 2 pôles, hein, donc Atashehir ici, qui a été conçu donc à partir des années 2000 comme nouveau centre financier, vraiment là de la finance, qui voulait une place financière internationale. Et puis Kartal, à dominante plus résidentielle, mais avec des projets extrêmement ambitieux, futuristes, voilà, plein de constructions très ambitieuses. Donc 2 axes de croissance urbaine que tu interroges par des lieux. Voilà. Donc on va y revenir. Et aussi, j'avais choisi 2 villes, enfin 2 secteurs maintenant. C'était des villes autrefois indépendantes. Maintenant, elles sont englobées dans Istanbul, donc ce sont devenus des secteurs. Et donc j'ai choisi 2 secteurs qui étaient en Anatolie, parce que toujours avec l'idée qu'effectivement l'Anatolie est un peu arriérée, donc pour voir. Et là on est à Maslak. Alors ici le parti pris formel, évidemment mes images restent documentaires. Mais le parti pris formel, c'était justement de créer des images palimpsestes. Les palimpsestes, je pense que tout le monde sait, mais je vais quand même dire 2 mots. C'était les textes sur parchemin au Moyen-Âge. Et les parchemins se faisaient parfois rares, donc les moines copistes gratter parfois les parchemins pour effacer l'écriture et pouvoir écrire quelque chose de nouveau. L'urbanisme, pour moi, est une écriture. Et donc, j'ai trouvé que l'idée de palimpseste allait parfaitement pour cette partie de mon travail. Et donc, j'ai fait mes images en 2011, 2014. En même temps, j'avais commencé à chercher de vieilles images. Mais quand je dis vieilles images, il faut comprendre que ce sont des images, les plus vieilles sont simplement des années 1970 et les plus jeunes, les plus récentes des vieilles, viennent quand même de 2010. Donc là, on est à Maslak et ce qu'on voit, mais je ne vais pas commenter chacune, mais ici, par exemple, la route qu'on voit en fantôme, eh ben, c'est la même route qu'on voit ici, plein de voitures. Or, il y a 50 ans, elle passait dans les champs. Alors, je questionne beaucoup ici l'étalement urbain et les effets assez néfastes sur ce que j'appelle la durabilité d'Istanbul, la qualité de vie et aussi la destruction environnementale qui est causée par les grands projets immobiliers. Ici, par exemple, à Atashehir, justement, le promoteur-constructeur, leur slogan, c'était « Certains viennent et changent le monde ». Donc là, effectivement, Bat Atashehir, c'est-à-dire Ouest Atashehir, est construit sur des terrains qui étaient des collines attenantes à la vieille ville d'Atashehir, mais où les gens allaient se promener, allaient randonner. Il y avait des petits étangs, on en voit une, on peut en discerner une. Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu une démarche proche de collègues que tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer, mais je
t'entendais parler de randonnée, de marche, parce que tu as beaucoup marché dans ces lieux. Johan Morvan et Sinan Logi, qui ont republié l'ouvrage sous forme, donc, sous le titre de Méga Istanbul, et qui ont décidé d'arpenter ces marges. Ils ont aussi inclus Ataşehir, dont tu parles, et avec aussi cette idée d'excaver ce passé, ce futur, enfin ce passé dans le futur, de voir un peu les strates qui se mêlaient, et ce qu'on arrive vraiment bien à apercevoir, et avec cet effet de fantôme, puisqu'il faut un temps pour que l'œil s'accommode et voit apparaître un peu les images que tu nous fais surgir à l'arrière-plan. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cette démarche, ces strates, à la fois, tu dis, dans une démarche environnementale, mais il y a aussi tout un patrimoine historique, notamment un patrimoine minoritaire, que ce soit d'anciens villages albanais, des villages chrétiens, qui transparaît, dont des restes très fugaces transparaissent encore un peu, mais pour la plupart ont été détruits. Alors, j'ai pu trouver plusieurs sources pour les images. SALT Research, qui est un institut qui a énormément d'archives. La mairie de Kartal, là où on est, a été extrêmement généreuse et m'ont donné un certain nombre d'images en disant « Choisissez celles que vous voulez et après, on vous amène là où elles ont été prises. » Parce qu'effectivement, moi, j'essaie de photographier à peu près le même lieu pour que cette superposition ait un sens. Et je trouve d'ailleurs, j'ai choisi le palimpseste parce que je trouve que ce frottement de sens, il est beaucoup plus prégnant que si j'avais simplement mis ma photo à côté de la photo en noir et blanc, qui est souvent ce qu'on choisit de faire quand on veut montrer les changements. Kartal, alors c'est vrai qu'à l'époque, donc en 2011, n'avait pas encore de grandioses immeubles. Mais par contre, eux, ils avaient fait reculer la mer de Marmara d'une 30 mètres, et donc pour créer une grande esplanade boisée, mais aussi beaucoup de béton. La petite plage qu'ils avaient eue a été complètement détruite, elle n'existe plus. Et donc là, on est à Maslak, où on voit une photo du milieu des années 70, où on peut repérer la tour bleue. Elle existe dans les années 70. Mais on voit qu'elle existe, elle aussi, plutôt dans une campagne environnante avec quelques petites maisons, petits immeubles. Et là, c'est une autre grandiose projet qui s'appelle 42 Maslak et qui est érigé sur ce qui était l'emprise d'une ancienne petite usine de chaussettes et de bas. Parce que la modernité, une ville moderne, on ne doit pas avoir des usines en ville, ça le fait pas. Donc, Ataşehir, à nouveau, et là... Avec le... Oui, pardon. Et là, on voit, là où est maintenant ce projet en cours, que c'était un quartier résidentiel, mais des maisons. Mais évidemment, la modernité est verticale. Et puis aussi, quand on veut faire des projets pour la rente et pour un profit, il faut densifier. Donc, on ne crée pas de maison, il faut bâtir en hauteur. Ça, c'est 42 Maslak qui était en cours. Donc, leur slogan,
c'était La vie commence à Maslac. Et moi, je me souviens quand je prenais cette photo, j'ai été abordée par un jeune adolescent qui était intrigué de pourquoi je photographiais. Donc moi, je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que tu penses de ces changements, de ces immeubles qu'on voit apparaître dans ta ville? Ah, mais il était content, il a dit, ah, mais maintenant ma ville ressemble à une vraie ville. Donc, il y a un regard des gens qui n'est pas critique, parce qu'effectivement, ils sont contents de penser qu'ils vont vers la modernité. Ils se posent pas la question des valeurs qui en même temps sont importées quand on importe des modèles venant d'ailleurs. Il y a aussi des valeurs qui sont importées en même temps, et ça faisait partie, et ça fait toujours partie de cette tension entre une société traditionnelle et puis une société qui bouge. Là, on voit quelques bâtiments de l'ancienne usine de Bas. Et là, c'est Atashehir, à nouveau. L'image derrière vient de 2010. Et moi, j'ai fait ça en 2011, 12, peut-être 14. On voit les forêts qui étaient là. Et on voit justement les engins sur la photo en noir et blanc, qui sont les engins qu'on voit dans mon image aussi. Donc ça peut aller très très vite. Et effectivement, les dégâts environnementaux sont énormes dans une ville où les espaces verts, on ne laisse pas de place pour les espaces verts, et non seulement on ne laisse pas de place, mais on détruit des arbres, on détruit des forêts, des bois, et après on va planter, vous connaissez tout ça, on va planter quelques arbres pour dire, ben voilà, on est content, on respecte l'environnement. Peut-être pour recontextualiser sur cette période-là, donc 2011-2014, tu as aussi donc assisté aux mobilisations de Gezi Park, qui était donc pour la défense, à la base, disons, l'étincelle a été donc cette occupation d'un parc à côté de la place de Taksim. Et donc, je veux dire que cette question de la place des espaces verts et beaucoup plus largement de la place de ces méga-projets ou de ces transformations urbaines souvent très brutales et en tout cas gigantesques, ça a entraîné des contestations et des mouvements d'opposition qui ont été très durement réprimés. Donc, disons que l'idée que maintenant ma ville ressemble à une vraie ville, c'est toujours évidemment des points de vue situés, comme on le voyait avec le Prestige en Anatolie. C'est-à-dire que évidemment le regard de l'un qui peut-être n'a pas eu jusqu'à présent n'a pas pu bénéficier de certaines aménités, évidemment va percevoir les choses un peu différemment. Mais en tout cas, il y a évidemment des regards très clivés que tu as dû croiser sur cette modernité. Je veux dire, les regards sont très contrastés. Oui, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que le jeune homme, par exemple, qui me disait ça, jamais lui et sa famille ne pourront habiter ce qui est en train d'être construit. 42 Maslac, donc je disais, il y a 430 appartements, 14 de grands luxe qui étaient vendus à l'époque, ça commençait à 5 millions de dollars. Donc c'est évident que c'est fait pour les investisseurs étrangers. C'est des immeubles de rapport. Maslac, voilà. Alors Maslac, donc, qui a l'ambition d'être le centre d'affaires et financier de la rive européenne, qui est en concurrence avec
Atashehir, qui a les mêmes ambitions, mais pour la rive anatolienne. Voilà. Et donc, ça, c'est un projet qui s'appelle toujours Mashatan. C'est parlant. Leur but est effectivement de ressembler à Manhattan avec tout ce que ça évoque dans l'esprit comme modernité, comme profit. Voilà. Et comment ça a été perçu, ce projet auprès des acteurs auprès de qui tu t'es adressé? Je pense aux municipalités. La municipalité de Kartal était bien disposée. Est-ce que tu as essayé aussi de prendre langue avec les autres mairies d'arrondissement ou bien... J'avais écrit aux 3 mairies quand je cherchais des images. Il n'y a que Kartal qui a répondu. J'étais allée voir aussi, donc je parlais des sources, le journal Cumhuriyet, qui m'a donné quelques images, la bibliothèque Atatürk, et puis un particulier, Zeki Kar, qui habite à Atashehir et qui est graphiste mais qui fait de la photo aussi et qui va être très important. C'était très important pour le 3e volet. Et c'était vraiment une rencontre du plus pur hasard. Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses. Du coup, ça nous conduit au 3e volet de ta trilogie, D'où vient ce bruit à l'horizon, qui est un travail donc que tu viens tout juste d'achever pour ce qui est en tout cas du corpus, un travail plus long que les autres, donc entre 2014 et 2023, et plus restreint géographiquement, avec cette fois-ci donc ton retour au centre que tu avais cherché à éviter, mais un centre particulier, un centre marginalisé, un centre très pauvre, donc une marge au centre de la ville, et où tu as mené un projet photographique vraiment audacieux, parce que c'est un terrain qu'on dirait pas facile, a fortiori pour une femme, et tu nous en diras plus, mais tu arrives à nous le restituer dans sa diversité, dans sa complexité, dans sa sensibilité, de manière vraiment tout à fait remarquable. Alors on va le présenter. Peut-être est-ce que tout d'abord, pour se repérer, est-ce qu'il faut qu'on revienne à la diapositive précédente d'Istanbul pour localiser le quartier de Tarlabaşı? Non, parce que c'est trop en arrière, mais vous avez vu, c'est central. C'est vraiment central. Et donc ce quartier, là, vous voyez, le Tarlabaşı boulevard, il arrive à Taksim. Il arrive à Taksim, le square Taksim, où il y a le parc Gezi. Enfin, c'est un centre. Istanbul, maintenant, c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a des centres, mais disons, c'est le centre historique de la rive européenne. Ici, il y a Istiklal, c'est à 100 mètres. Et Istiklal, c'est l'artère de prestige pour les loisirs, pour les commerces, les centres commerciaux et tout ça. Et donc, Tarlabaşı, c'est un territoire. C'est-à-dire que vous voyez ces noms, Hüseyin Aga, Çukur, Şehit Muhtar, Bülbül. Ça, ce sont des quartiers. Il n'y a pas un quartier qui s'appelle Tarlabaşı. Tarlabaşı est un territoire. Tout ça, c'est Tarlabaşı entre le boulevard ici et puis le boulevard de Dolapdere.
Mais tout le monde connaît Tarlabache. Ce n'est pas un quartier et pourtant tout le monde connaît. Sa réputation le précède en quelque sorte, ce nom-quartier. Juste pour dire, d'un point de vue géographique et topographique, l'Istiklal Caddesi, qui était l'ancienne grande rue de Pera, donc ce quartier levantin où sont implantées les ambassades jusqu'au 19e siècle, est situé donc sur la crête, sur la ligne de crête, en haut de la colline. Et en fait, lorsqu'on descend, on tombe sur ce boulevard de Tarlabache qui a été ouvert notamment pour des questions d'aération du tissu urbain, notamment par l'urbaniste Henri Prost à la fin des années 30. Et au-delà, on descend donc vers la vallée. Et donc, plus on descend, plus les couches, les catégories socio-professionnelles sont basses. Historiquement, donc, c'est un quartier qui est non musulman, à majorité non musulmane, jusque dans les années 50-60, un quartier plutôt à dominante grecque, avec des Arméniens également, mais plutôt grecs, et un quartier qui va connaître de très profonds bouleversements humains, plusieurs strates migratoires. D'abord sous l'effet du départ de ces populations minoritaires chrétiennes en raison des lois répressives, la loi de 1942 sur donc les taxes pour les biens des minorités, puis ensuite spécifiquement vis-à-vis des populations roumes, donc grecques ou d'origine grecque, donc les pogroms de 1955, puis 1964-1974, donc des vagues de départ qui fait que la population est quasiment nulle. Et dans le même temps, on en revient à l'Anatolie, c'est là où la trilogie fait quand même une boucle, c'est que on est à la grande époque, dans les années 60, de ce grand exode rural, et donc des populations qui viennent de l'Anatolie centrale et de la mer Noire, donc Trabzon, donc des populations qui s'installent dans les années 60-70 dans ces logements d'anciennes populations grecques qui sont parties et qui sont ensuite suivies par des populations dans les années 80 et surtout 90 kurdes du sud-est du pays qui fuient donc des migrations forcées liées aux affrontements qui ont lieu entre l'État turc et le PKK dans l'est du pays. Donc un quartier qui vraiment est traversé par des paysages humains très, très variés, jusqu'à encore aujourd'hui des strates qu'on abordera, et qui était précédé par une mauvaise réputation qui a fait l'objet donc d'un très mérité, on y reviendra, mais en tout cas une mauvaise réputation de criminalité, de prostitution, on y reviendra, et qui a fait l'objet d'un grand projet de renouvellement urbain, donc et qui a été un peu à l'origine, enfin pas à l'origine, mais disons qui t'a intrigué et tu as voulu voir ce choc peut-être de ces projets la brutalité de ces projets de modernisation urbaine dans le centre et l'impact sur ces populations déjà fragiles, précaires, qui vivent, et de voir comment cette rencontre se faisait. Peut-être c'est le point de départ peut-être de ce projet. Le moteur, c'est toujours scruter la manière dont le néolibéralisme impacte les choses, mais là, c'est plutôt les gens. Et donc, là, c'est un projet de gentrification qui a touché Tarlabache, puisque, effectivement, comme on a vu, c'est extrêmement central, donc le foncier a pris énormément de valeur, même si les immeubles tombaient en ruine, puisque, comme disait Ségolène, il y a eu des départs massifs à certaines époques, notamment au moment de la taxe sur la fortune, qui était une taxe totalement inégalitaire, étant donné que les Arméniens étaient taxés à 242% de leurs avoirs, les musulmans à 4,7%, et les Grecs et les Grecs chrétiens et je ne sais plus quoi, quelle autre catégorie, avaient des taux intermédiaires, mais au-delà de 100%. Ce qui fait que beaucoup de gens
ont dû vendre leur petite entreprise, vendre leur immeuble et sont partis. Alors il y avait les Grecs, il y avait les Arméniens, il y avait les Juifs aussi dans Tarlabash. Tarlabash a été toujours très cosmopolite. Alors donc, en plus, c'est une gentrification qui est menée par l'État. Et la société qui a eu parce qu'il y avait un appel d'offres, et la société qui a gagné l'appel d'offres fait partie d'un holding qui était à l'époque, dont le PDG était un gendre d'Erdogan. Donc, il y a eu un appel d'offres, il y avait des cabinets d'architecture qui ont proposé des projets qui incluaient du logement social, qui auraient permis à certaines des familles de quand même pouvoir continuer à vivre dans leur quartier, mais évidemment, aucun de ces projets-là n'a été retenu. Et le projet retenu, Tarlabash 360, est là aussi tourné vers la finance globalisée, les investisseurs financiers. Et dans le quartier, tout ça, ça représente 20 000 mètres carrés au sol. Quand moi j'ai commencé en 2014, ça avait été exproprié dans les années 2000. Je pense que les premières expropriations ont commencé en 2011, peut-être 2012. Donc ça faisait 2 ans que le chantier était entouré de palissades en aluminium. Et il était rempli de ruines comme ça. Certains avaient déjà été démolis, mais beaucoup restaient encore, qui avaient été évidés et démolis de l'intérieur pour qu'on ne puisse pas les utiliser. Le chantier était arrêté parce que c'était un chantier très controversé. Ils ont fait les évictions et les expropriations en dépit de toute légalité. Il y avait eu une loi passée pour faciliter justement les expropriations sans trop prendre d'égard, mais beaucoup de propriétaires, des architectes, la chambre des architectes, des urbanistes, enfin, en 2014, il y avait 200 litiges en cours. Et il y a toujours des litiges en cours. Et ce projet qui devait être terminé en 2016, puis en 2018, eh bien, en 2023, il était toujours en cours et il y avait pratiquement rien de fait, sauf sur le boulevard. Alors, ces immeubles qui étaient censés être inaccessibles, eh bien, il y a une partie de la population de Tarlabash qui avait trouvé ces endroits parfaits. C'était justement les petits vendeurs de drogue, les gens qui utilisaient la drogue, et puis les prostituées qui avaient pratiqué des grandes ouvertures dans les palissades pour pouvoir accéder à ces immeubles et qui les utilisaient soit pour fumer, soit pour vendre ou soit pour faire leur passe. Alors là, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur Sheriff parce que donc Tarlabash, c'est vrai que a une très mauvaise réputation, mais c'est un quartier très très pauvre et qui a bien sûr, qui concentre tous les problèmes de quartiers pauvres, drogue, crime, économie parallèle. Mais il faut quand même dire que la majorité des habitants sont simplement des familles kurdes qui essaie de s'en sortir. Il y a un autre écrivain turc qui s'appelle Ahmet Ümit, qui écrit des
romans noirs. Et il a écrit un roman noir qui se situe à Tarlabache, et il a vraiment beaucoup de sympathie pour ce quartier. Et il dit notamment Tarlabache, c'est là où se sont réfugiés avec le temps les gens que la vie avait mâchés puis recrachés et qui s'efforçaient de rester debout. Et c'est vraiment ces gens-là qui sont la majorité, ces familles kurdes qui s'efforcent simplement de rester debout. Donc Cheref, quand même, c'est aussi la première fois de ma vie de photographe que j'ai dû faire appel à un facilitateur. Parce que les gens sont tellement méfiants. Puis moi, je voulais rencontrer tout le monde, y compris les jeunes délinquants, y compris des prostituées. Mais ceux-là, en particulier, sont tellement méfiants que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas du tout. Et en août 2014, j'avais photographié Cheref dans la rue comme ça avec des potes à lui. En passant, on avait discuté. J'avais dit que je reviendrais. Et je suis revenue avec les images que j'avais faites et je leur ai donné. Ça, ils étaient déjà étonnés que j'ai tenu parole. Et puis j'ai demandé à Cheref s'il pouvait m'aider à rencontrer d'autres personnes, des amis, des prostituées, et donc voilà. Là, c'est Cheref. Ça, c'est Ali. Donc, voilà l'immeuble où ils ont aménagé leur fumoir. Et donc, Ali, un autre jeune de la rue qui zone. Le fumoir, donc, dans ces immeubles anciens. Alors, voilà. Et Tarlabache, donc, qui n'a pas toujours été pauvre, parce qu'à la fin, disons, dans la deuxième moitié du 19e, et puis jusqu'en 1923 par là, c'était quand même un quartier qui est habité par les employés de bureaux, des ambassades qui étaient sur l'Istiklal, par des commerçants. Enfin, c'était un quartier plutôt classe moyenne avec beaucoup de très jolis immeubles. La première image qu'on a vue vous donne une idée. L'immeuble de Cheref, comme je l'appelle, est un très bel exemple des immeubles qu'on pouvait trouver à Tarlabache et qui, dans les 270 immeubles qui avaient été expropriés pour le projet Tarlabache 360, 270 à peu près étaient classés. Et la société de construction devait respecter les façades. Mais la plupart ont quand même été détruits et puis, soi-disant, reconstruit à l'identique, dont l'immeuble de Cheref, qui n'est pas trop mal, mais qui est quand même aseptisé. Donc là, on a ce que j'appelle un cri de cœur des résidents, parce que sur les palissades, il y avait plein de graffitis, plein de tags, et dont celui-ci qui dit, grosso modo, Tarlabache est une impasse. Donc, à retenir, parce qu'on va voir un slogan publicitaire. Voilà. Ces immeubles anciens, avec un parcellaire très étroit, donc généralement, à l'étage, il y a une seule pièce ou deux. Voilà. Alors, donc ça c'est Gül. Je suis devenue très proche, en particulier d'une de ces familles kurdes, Gül et son mari Idir, et puis il y avait aussi la plus jeune fille qui était là souvent parce qu'elle avait 2 enfants et son mari était en prison à l'époque. Donc, eux, ils habitent c'était un petit immeuble de 3 étages, mais alors dans un état de vétusté incroyable, puisqu'en effet, beaucoup d'immeubles qui avaient été abandonnés ou rachetés par l'État
au moment des exodes sont gérés par des fondations d'État, mais qui ne les gèrent pas du tout, qui ne s'en occupent pas du tout. Donc l'immeuble de Gül et de Idir, il y avait pas de garde-fou sur l'escalier. La cuisine, l'image où on voit Idir dans une fente, là, ça c'est la cuisine, on rentre dans la cuisine, il y avait les toilettes à la turque juste à côté, oui, c'était aménagé en douche aussi. Donc là c'est le Gül avec... Donc tout à l'heure c'était Gül de dos au moment du Bayram où elle avait fait son aîné et puis là elle a remis son foulard et donc à l'arrière-plan donc on voit que c'est une famille kurde alevi donc qui est une minorité culturelle religieuse en tout cas qui n'est pas directement de l'islam sunnite donc avec une influence du chiisme et de syncrétisme pré-islamique. Et ce portrait, vraiment, enfin, moi, tu m'as dit qu'elle avait 65 ans, je crois, sur cette photographie. Et on voit, enfin, vraiment ce regard. Je trouve que tu as vraiment réussi à capter ce que tu expliques. En fait, c'est cette famille qui a vraiment essayé de s'en sortir, en fait, parce que tu disais que c'était vraiment une famille qui essayait de rester debout, qui avait tout fait pour ne pas... et qui en même temps n'avait pas vraiment d'issue à sa condition. Tarlabash est une impasse et là, une des bannières géantes qu'il y avait le long du boulevard dit le nouveau Tarlabash, c'est l'espoir. Donc vous avez les slogans publicitaires versus les cris de cœur des habitants. D'autres slogans publicitaires disaient dans le nouveau Tarlabash, il y aura de la place pour tout le monde. Tout le monde à qui moi j'ai parlé ne croyait absolument pas à ce slogan. Et d'ailleurs, effectivement, les résidences prévues, non, ils ont pas les moyens. Voilà, typique. Et ça, c'est donc en 2023. Je disais que tout ce qui était fini était juste une sorte d'enfilade sur Tarlabash Boulevard. Et ça, c'est ce qu'on voit. Alors, dans l'idée de la société dit qu'elle respectait le quartier, son histoire. Et donc, pour respecter le quartier qu'ils ont détruit, ils ont quand même préservé des façades d'anciens immeubles. Et ils les ont insérés dans cette enfilade, tout en les surélevant, puisqu'en effet, le tissu urbain traditionnel, c'était des petits immeubles de 3, 4, de temps en autre 6 étages, mais c'était exceptionnel. Là, il y a 8 à 12 étages, ce qui fait que cette bloc qu'on a vu, mais le reste du quartier, la partie qui n'a pas encore été touchée, mais tout ce quartier-là dans l'ombre. Ça bloque vraiment le soleil des habitants qui habitent les petits immeubles autour du chantier. Et alors ce monsieur, il y a un immeuble rose là-dedans, c'était son immeuble. Lui, il a un petit locanta, c'est-à-dire une sorte de fast-food, juste en face. Et lui, c'est un des propriétaires qui est toujours en procès avec la société de construction promotion Gap Inşaat, parce qu'effectivement, ils n'ont pas payé son immeuble au juste prix. Ah, et alors là, le panneau. Le panneau annonce un prix qui a été reçu par ce programme et en 2013.
Et ça m'étonnait un peu. Enfin, il y avait un truc qui ne collait pas pour moi. Tellement controversé, qui avait du mal à démarrer. En 2014, le chantier était arrêté avec les litiges. En 2015, une partie de 2015 aussi, le chantier a été arrêté pour les litiges. Je me dis, mais comment est-ce qu'il peut recevoir un prix de la transformation urbaine? Donc, j'ai regardé sur Internet. C'est un prix qui a été créé et je pense décerné simplement en 2013 par l'AKP. Et donc, il faut se souvenir qu'effectivement, c'était le gendre d'Erdogan, celui qui est marié à sa fille aînée, qui était le PDG du holding. Là, oui, alors, il y avait une autre population qui avait commencé à utiliser les immeubles ruinés de l'intérieur, où il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas de vitres dans les fenêtres. C'était les réfugiés syriens qui avaient commencé à arriver en 2011. Évidemment, ceux qui se sont installés là-dedans, c'est les plus miséreux des réfugiés, dont ces deux filles qui sortaient justement de l'ouverture qu'on voit dans les palissades au fond. L'arrivée des Syriens à Istanbul, elle se fait assez rapidement, en fait, au cours de l'année 2014. Jusque-là, ils étaient principalement au sud du pays. Et à partir de la fin de l'année 2013, ils montent dans les grandes villes, et notamment à Istanbul. On estime qu'à l'automne 2014, ils sont autour de 300 000, 330 000 à Istanbul. Et donc Istanbul, à partir de cette date, devient un des lieux en valeur absolue où la présence de Syrie est la plus importante. Et ça se fait de manière vraiment très, très rapide. Et du coup, tu captes ce moment où, dans ce que je disais au début, ce quartier qui est très marqué par différents épisodes de migration, enfin, qui a des strates vraiment très, très nombreuses de migration. Et là, tu captes cet instant d'arrivée dans des conditions, comme tu l'as souligné, tout à fait catastrophiques de cette population dans le quartier. Je voudrais dire juste non, mais on peut avancer, mais je voudrais dire une chose, justement, mon parti pris esthétique pour ce travail. Du Lukumo béton, c'était les couleurs décalées. Le passé de l'avenir, c'était les palimpsestes et une légère saturation des couleurs pour raisonner avec l'idée que c'était hégémonique, cet étalement urbain. Pour Tarlabache, j'ai décidé qu'il fallait désaturer les couleurs puisqu'en effet, c'est un quartier qui disparaît, et aussi cerner l'image avec un halo noir pour suggérer ou pour raisonner avec l'idée que les vies sont enfermées, les vies sont dans une impasse, pas d'issue. Hatice. Donc, je parlais comment dire que dans les quartiers pauvres, il y a l'économie parallèle qui est très importante. Alors, il y a deux activités très importantes dans cette économie grise à Tarlabache. Il y a les personnes qui sillonnent les rues pour récupérer les recyclables. Donc, les cartons, les bouteilles en plastique, les canettes. Dont Hatice, que j'ai rencontré un jour. Et c'est amusant la rencontre d'ailleurs, parce oui. que tu dis que la photographie, c'est un formidable, je crois, accélérateur de rencontres ou facilitateur de rencontres. Tu dis ça dans du Lukumo béton. Et là, tu la prenais pas, elle, en photo, mais... Oui, alors, c'est vrai que comme il était difficile de travailler à Tarlabache, mais comme en même temps, je voulais que les gens
prennent l'habitude de me voir me promener avec mes appareils photo et de photographier. Bon, j'avais photographié à un moment tout ce que je pouvais qui surgissait des palissades. Et j'avais commencé par frustration de ne pouvoir photographier ce que je voulais, commencer à photographier par les trous qui étaient laissés dans les palissades par des boulons qui manquaient, donc des tout petits trous. Mais si vous approchez votre petit appareil photo, quand même, on voit. Ça intriguait beaucoup les passants. Ce qui faisait qu'on parlait, j'essayais de les convaincre de participer à mon projet, mais sans succès. Par contre, un jour, donc, je suis en train de photographier et j'entends une voix qui me dit « Mais prends-la en photo ». Donc, je me retourne. C'était un homme qui s'était arrêté parce qu'il était intrigué par cette histoire de trou. Et je me retourne et il y a Hatice. Et je me dis, je me dis, mais je serais ravie de la prendre en photo, mais elle ne sera jamais d'accord. Mais elle était d'accord, vraiment en toute simplicité. Et je pense que c'est une femme en toute simplicité. Donc, elle, je ne sais pas si elle a une retraite. Si elle a une retraite, elle n'est certainement pas suffisante, puisque elle fait partie des gens qui ramassent les recyclables, on appelle les recycleurs, qui les amènent là dans des centres de centralisation, mais après qui partent un peu à la périphérie pour être vraiment traités. C'est évidemment une activité qui n'est pas réglementée, où on gagne pratiquement rien, qui est dangereux, fatigant, parce que ça commence par peser très vite. Il y a peu de femmes d'ailleurs qui le font. Moi, je vois 99%, je voyais des hommes qui poussent devant eux ou traînent derrière eux d'énormes, 3 fois plus grands que ce que Hatice avait sur le dos, mais enfin qui sont sur des roues. Et l'autre activité de l'économie grise, c'est la préparation des moules farcis, qui sont après vendus dans les lieux de grand passage, les lieux touristiques. Ça occupe, là aussi, ça rapporte pas beaucoup, mais bon, c'est quelque chose. C'est vraiment pas réglementé. Dans la précédente image, on voit qu'ils se sont installés dans un endroit abandonné, dans une des rues que je fréquentais. Et donc, voilà, justement, Fedjri, avec qui il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai pu travailler, que j'ai pu retrouver d'une année sur l'autre, vu la précarité, mais Fedjri en est un. Et quand je l'ai rencontré, il vendait justement des moules au pied de la tour de Galata. Après, Fedjri a continué et a maintenant un petit appart-hôtel à Tarlabache. Non pas qu'il soit devenu riche, mais il a eu un prêt d'un mystérieux ami américain qui lui a permis d'acheter cet immeuble de 3 étages qui était dévasté. Et puis un prêt bancaire pour faire les travaux. Donc lui, là, il essaie de tirer parti de l'amélioration qui était espérée dans le reste du quartier, amélioration qui serait apportée par donc le programme de gentrification, le programme Tarlabache 360. Là, c'est Chilan. Donc on revient au stigmate dont tu as parlé, d'autres formes de stigmates. Cette fois-ci vraiment charnelle, corporelle, physique, avec cette question très dure de la condition féminine et de la prostitution dans le quartier, avec notamment une prostitution transgenre.
Il faut voir que le quartier a quand même une longue histoire dans le secteur du divertissement, disons, avec des tavernes, donc une consommation d'alcool dès la fin du 19e, début 20e siècle, et puis des maisons closes. Donc il y a une tradition, une histoire de la prostitution du quartier, et qui aujourd'hui prend des formes de travail extrêmement précaire, de conditions de travail vraiment parmi les plus dures, que tu as su capter avec beaucoup de pudeur et beaucoup de tact aussi. Donc tu as rencontré ces Sheila, Özge, tu vas nous les présenter et voilà, raconter leur... Oui, alors Sheila, je l'ai rencontrée grâce à Cheref. Cheref, un jour, il m'avait présenté beaucoup de ses copains, dont Ali, dont d'autres. Et un jour, je lui dis, mais tu sais, pour mon histoire de Tarlabash, il faudrait quand même que je parle aussi à des femmes, à des jeunes femmes. Il me dit, oh, mais ça va être très difficile parce qu'elles ne nous aiment pas, les filles bien, elles ne nous aiment pas, on ne travaille pas, on se drogue, on peut se retrouver en prison, donc ça va être très difficile. Donc j'ai dit, ok, mais alors là, Cheref, je vais te demander vraiment quelque chose de très difficile, mais vraiment ce serait important pour mon sujet. J'ai besoin de rencontrer au moins une prostituée. Ah, mais rien de plus facile. Reviens demain à 15h ici. Et voilà, je suis revenue le lendemain à 15h et j'ai rencontré Shilan, qui n'est pas transgenre, c'est un cisgenre, mais peu importe. Donc, d'accord pour les photos. Elle me disait, oui, moi j'ai pas honte. Bon, tant mieux. Et donc, on fait les photos et puis je remarque les scarifications. Et je trouve le courage de lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bon, mais c'est moi qui ai fait ça une nuit de défense parce que j'ai honte. Qui me dit, mais j'ai pas honte. Qu'est-ce que j'ai honte? Ce que je fais est mal. Et évidemment, elle est rejetée par sa famille qui ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Elle a essayé autre chose, comme Özge, qu'on verra tout à l'heure. Elles ont essayé... elles ont essayé d'autres métiers, petits métiers, parce que ce sont des femmes qui n'ont pas fait une grande scolarité. Mais pour Sheila, justement, elle ne gagnait pas assez d'argent en étant plongeuse, donc elle s'est retrouvée dans la prostitution. Et là, Ali, donc qu'on a vu au tout début en silhouette, Ali, je disais qu'il zonait, mais qu'il travaillait pas. Mais en fait, il avait quand même une activité. Il avait un pitbull. C'est son pitbull. C'est la main d'Ali. On est à nouveau dans la fumoir, le fumoir comme on dit. Et son pitbull, il le faisait faire des combats. Et donc, là aussi, cicatrice. Vraiment, tout le monde est cicatrisé. Les vies portent des cicatrices à Tarlabash. Ça, ce sont les mains d'Özge, donc elle, prostituée transgenre, que j'ai rencontrée par moi-même. Et à force de passer devant elle sur Tarlabash en 2015, avant, vraiment tous les jours, je commençais à lui sourire, elle me souriait, on a fini par parler. Et 2 jours avant la fin de mon séjour, je lui demande si je peux la prendre en photo. Elle me demande pourquoi, j'explique, photographe, je veux faire une histoire de Tarlabash, etc. Et elle me dit OK. Et je dis, mais tu sais, je peux ne pas prendre ton visage, hein, si tu veux. Elle me dit, mais si, tu peux me prendre. Moi, j'ai pas de problème. Elle n'avait pas de Mac. Sheila non plus, ce qu'elle disait en tout cas. Et quand même, les premières images que j'ai fait les mains, que je trouve extrêmement éloquentes.
dans son cas. C'est une autre sorte de cicatrice. Donc, j'ai fait ça. Je travaille avec un Hasselblad, mais j'avais, à partir de 2010, pris l'habitude de me promener aussi avec un numérique G12, G10. Ça a évolué avec les années, pour pouvoir montrer aux gens. Et donc, je lui montre. Elle était en colère. Elle me dit, mais enfin, je vous ai dit que vous pouviez me prendre en photo. Donc, après, j'ai fait d'autres portraits. Mais donc, ça, c'est Özge. Et ça, non, par contre, je fais aussi des images volées. Et ça, c'est une image volée. La nuit à Tarlabash est assez bizarre parce que, sauf en été, quand les gens sortent dans la rue parce que les appartements, leurs logements sont tellement exigus que ils vivent dans la rue. Mais sinon, c'est désert. Vous voyez très peu de gens qui passent. Il y a des voitures de luxe qui passent, donc tu peux être sûr que ça, c'est plutôt les caïds. C'est pas mes petits gentils mauvais garçons là-dedans, mais les vrais trafiquants de drogue ou les Macs. Un sentiment de solitude, de gens laissés à faire ce qu'ils peuvent. Voilà. Même les chiens. Et alors j'aime bien parce que tu retrouves de manière évidemment, c'est les circonstances qui te poussent à revenir vers le flou et le noir et blanc, parce que bien sûr, c'est les conditions du terrain qui ont fait que tu es revenu vers là, mais finalement, alors que cette trilogie, elle avait commencé avec éclat, puisque tu avais cherché à faire grincer les couleurs, et voilà, à travailler cette netteté du reportage, mais finalement, tu reviens aussi un petit peu, enfin, on voit que ta palette a évolué, et aussi, bien sûr, je le dis par l'effet des circonstances, mais tu reviens à ce flou qui avait quand même beaucoup nourri ton œuvre antérieure avant cette trilogie, et tu le retrouves ici pour voir aussi des choses qui sont, qui sont aussi largement indicibles. Enfin, tu arrives vraiment à capter des vies qui sont d'une dureté et finalement avec une pudeur et finalement que tu entoures un peu de ce halo aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu comme ça ou ce flou. Assez, oui. Alors la désaturation. À Tarlabash, tout le monde est fatigué. Parce que tout le monde a énormément de problèmes, qu'il faut essayer d'arriver à la fin du mois, même à la fin de la semaine. Et donc la désaturation, c'est aussi une manière de transmettre ça, cette fatigue. Et cette image, qui est une des premières que j'ai faites, je l'aime beaucoup. Parce que je dis, même les chiens sont fatigués. Il y a une errance urbaine dont moi je faisais partie pour les 3 sujets de la trilogie. Je n'ai jamais autant arpenté, fait autant de kilomètres dans une seule journée que pour ces travaux-là. Et c'est vrai que j'étais quand même un peu frustrée de ne pas utiliser le flou, parce que je trouve que le flou libère l'imagination de la personne qui regarde. Et donc voilà, j'ai pu effectivement revenir un peu à une de mes premières amours de temps à autre ici pour Tarlabash, surtout que je photographiais dans la nuit. Donc ça, c'est propice pour le flou. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? On va peut-être s'arrêter là pour laisser un peu de place à la discussion et aux questions. Merci beaucoup Francesca pour cette présentation. Merci.